courte présentation de Dryden. Qui sommes-nous? Comme vous le savez, on est spécialisé dans le traitement de l'eau. Dryden Aqua a été fondé par ce monsieur, le docteur Howard Dryden, en Écosse. Howard est biologiste marin, expert mondial du traitement de l'eau depuis 30-40 ans. Et c'est l'inventeur de notre produit phare, l'AFM, qui est un média fabriqué à base de verre recyclé qui remplace le sable dans tous les filtres à sable, qui est activé. On en parlera assez souvent, notamment pendant la session 5. On est devenu depuis sûrement le plus grand fabricant de médias verts au monde, avec 2 usines ultra sophistiquées, donc une en Suisse, une autre en Écosse, et une capacité annuelle de 50 000 tonnes de médias filtrants. Des bureaux en Allemagne, aux États-Unis, à Shanghai, et un petit bureau en Afrique du Sud qui vient d'ouvrir, et le projet d'une 3e usine, sûrement, si les choses s'améliorent, aux États-Unis d'ici 2023. Donc là, vous avez une photo de notre usine en Suisse, vraiment 100% autonome, entièrement alimentée par l'énergie solaire, l'eau de pluie, et c'est là qu'on fabrique notre dernière innovation, l'AFM NG, qui est un AFM qui subit un nouveau processus d'activation et qui va devenir hydrophobe pour capter les matières organiques, les huiles et les microplastiques, très importants. C'est un sujet, c'est pour ça que Dryden, le docteur, a travaillé là-dessus. C'est ces microplastiques qui sont, vous le savez, vous en avez sûrement déjà dû entendre parler, qui sont un vrai problème. Les microplastiques absorbent les polluants, tout ce qui est les toxines, les produits pharmaceutiques, etc. Et on le retrouve un petit peu partout, dans l'eau qu'on boit, dans ce qu'on mange, et dans nos océans. Ça tue le plancton, et plancton, je vous le rappelle, il génère 70% ou 70% pour les Suisses qui nous écoutent, de l'énergie, de l'oxygène qu'on respire. Donc c'est vraiment un sujet important, aussi bien un très bon produit pour la piscine, mais il n'y a pas que ça. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez aussi vous rendre sur notre page YouTube. C'est la fondation GOES qui a été développée par le docteur. Vraiment un sujet important. OK. Dryden Aqua, c'est aujourd'hui 3 secteurs d'activité. On a commencé dans l'aquaculture. Encore une fois, pour une aquaculture sans microplastiques, sans métaux lourds, sans antibiotiques. On est très présent au Vietnam, notamment dans l'élevage de crevettes. On a équipé de nombreux aquariums au monde. Vous avez en France l'aquarium de La Rochelle, qui a été un des tout premiers. Vous avez Montpellier. Et aussi à l'étranger, Dubai Mall, Istanbul, Sea Life. Donc, beaucoup d'aquariums équipés avec... Plus et plus. Hein. Et plus, le grand au Vietnam, 600 tonnes. Oui, ouais, ça, c'est un peu notre fondation. C'est où Howard a commencé. ouais. Et aussi, aussi, bien sûr, le traitement de l'eau pour eau potable, on dit. Eau potable, eau usée. Désalination, on appelle ça. Désalinisation, oui. Désalinisation, sont un très grand marché qui prend en moment. Qui est très important et qui va être de plus en plus important. L'eau, c'est le futur, comme on dit. Ouais. Donc, la piscine, c'est important pour nous aujourd'hui, encore beaucoup. Ça représente environ 50% de notre chiffre d'affaires. C'est venu plus tard chez Dryden Aqua, grâce notamment à Dominique. Et aujourd'hui, on est également dans ce marché-là avec plus de 500 000 piscines équipées et la mission vraiment d'offrir la meilleure qualité d'eau et d'air du marché. C'est vraiment ça. OK. Pour la piscine, et grâce au Dr Dryden, on a vraiment pu et on a voulu apporter notre approche biologique, très important, au traitement de l'eau de piscine. C'est quelque chose de nouveau, hein, qui n'avait pas été fait avant. Non, c'était vraiment Howard, Dr. Dryden. Il était le premier biologiste qui est entré le marché des piscines. Et c'est vraiment c'est une grande différence parce que c'est dans la mentalité, c'est différent. Normalement, on laisse grandir la population des bactéries et après, on a comme solution tout le chlore ou des autres oxydants pour éliminer. Mais lui, il a dit non, il faut penser, il faut voir la biologie des bactéries, etc. Il faut faire un système que les bactéries peuvent pas se développer. Et en effet, c'est quelque chose vraiment un différent. Ça change tout. Approche. Oui. Ça change tout. Ouais. Prévenir plutôt que guérir, comme on dit. Les systèmes traditionnels,
Voilà, ils laissent proliférer les bactéries, ils envoient de plus en plus de chlore, ils utilisent des systèmes de plus en plus puissants, UV, ozone, etc. Et nous, on va empêcher vraiment à la source ce développement des bactéries, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment des qualités d'eau avec beaucoup moins de chlore, on va le voir. Donc, on fait ça en 3 étapes. On va utiliser notre média filtrant activé AFM pour fortement amplifier la filtration et également retirer tout terrain sur lequel les bactéries peuvent se reproduire. Donc l'AFM est 100% biorésistant, il va empêcher la prolifération bactérienne dans le filtre. Le filtre, la masse filtrante qui est la plus grande surface en contact avec l'eau dans une piscine. Donc pas de biofilm dans ce filtre-là, pas de terrain pour les bactéries. Deuxième étape, on va utiliser l'APF qui est un coagulant floculant multi-action injecté devant le filtre AFM qui va priver les bactéries de leur nourriture. Donc, on va retirer tous les nutriments vitaux pour la croissance bactérienne et pas de nourriture, pas de croissance. On les affame dans un sens. C'est ça, ouais. Ça concerne les matières organiques, l'urée et les phosphates aussi. On en parlera pendant les sessions 5 et 6 plus en détail. Le troisième produit, c'est la CO, produit naturel qui est utilisé dans toutes les piscines extérieures, qui va nous permettre de protéger le chlore de la photoréduction. Donc, on filtre les UV, on protège le chlore, mais sans réduire l'efficacité du chlore, contrairement à l'acide cyanurique. Et c'est également un photocatalyseur qui va amplifier la désinfection naturelle du soleil. So, le contraire que le Stabichlor. Hein, le contraire, ouais. Ouais. On renforce l'oxydation au lieu de la diminuer avec l'acide cyanurique. Mais aussi ça c'est en session 6, oui. Session 6, hein? Donc, en détail. Donc voilà, tous les produits peuvent être utilisés indépendamment, mais la combinaison des trois vraiment offre les meilleurs résultats. C'est une solution que vous pouvez utiliser avec tous les types de traitement de l'eau. Et on va arriver avec ce système à la meilleure filtration possible jusqu'à 0,1 micron. 0,1 micron. Et tout ce que vous pouvez filtrer, évacuer pendant le contre-lavage n'a plus besoin d'être oxydé. Donc vous allez pouvoir réduire de manière significative la demande d'oxydation de 50 à 80%, 80% pour les Suisses. Moins de chlore, moins de sous-produits nocifs de désinfection. Notamment les trichloramines, le chloroforme, c'est ces sous-produits volatiles qu'on cherche vraiment et qui sont toxiques, nocifs, qu'on cherche à réduire dans toutes les piscines. Donc voilà, c'est ça. On veut la meilleure qualité d'eau, une eau plus saine, plus cristalline, sans bactéries pathogènes, la meilleure qualité d'air sans sous-produits nocifs volatiles de désinfection. Et on veut avoir ça avec le moins de consommation possible, moins de chlore, moins d'énergie, moins d'eau, donc des coûts de fonctionnement beaucoup plus bas qu'un système traditionnel. Alors, on a fait maintenant une introduction qui est très encore. Beaucoup de personnes savent ça déjà. On ne va pas faire ça toutes les sessions, c'est seulement de la pression. Oui. Et maintenant, on commence vraiment avec le sujet. Maintenant, on commence avec le dimensionnement. Voilà. Ouais. Et notre fameuse pyramide. Mon script, là. C'est le script français, là-bas. Donc, notre fameuse pyramide du traitement de l'eau. Si on prend les 4 composants clés du traitement de l'eau en piscine, vous allez avoir besoin de l'hydraulique, bien sûr, d'une bonne hydraulique. Vous allez avoir besoin d'une filtration, d'un apport d'eau fraîche et d'une partie désinfection. Maintenant, on peut avoir la meilleure solution de traitement de l'eau du monde. Au final, tout va reposer sur vous, piscinistes, avec l'hydraulique du bassin. C'est la base du traitement de l'eau en piscine. Vous allez devoir bien dimensionner vos tuyaux pour réduire les pertes de charge, les pertes d'énergie. Vous allez devoir assurer un bon débit homogène dans toute la piscine pour éviter les zones mortes et surtout garantir un débit d'eau optimal, non seulement en filtration, mais en contre-lavage. Si l'hydraulique n'est pas bonne, si les débits ne sont pas bons, vous pouvez avoir la meilleure filtration du monde, ça ne marchera pas ou ça marchera mal. Okay. Deuxième point clé, bien sûr, la filtration et la floculation qui doivent être optimisées pour éliminer un maximum de matière organique. Les matières organiques, c'est aussi la nourriture des bactéries. Hein. Et tout ce que vous pouvez filtrer et extraire en contre-lavage, vous n'avez plus besoin de l'oxyder. Donc, c'est comme ça qu'on va réduire la demande de chlore, de produits chimiques, et donc réduire également la formation de sous-produits.
Si votre filtration est super, vos contre-lavages sont bien faits, vous avez un média filtrant qui vous permet d'extraire tout ce que vous captez et que vous pouvez l'évacuer en contre-lavage, vous allez avoir des analyses d'eau bien meilleures qui vont vous permettre de réduire également vos besoins en apport d'eau fraîche. Donc voilà, c'est les points 1 et 2, aujourd'hui les plus importants pour… Dans les prochaines 6 sessions, on va parler de ça. On va parler de tout ça, oui. Ça, c'est vraiment où on va Voilà, nous concentrer. Ouais. Donc, on va pouvoir, en faisant ça bien, réduire les consommations d'eau, moins d'énergie pour chauffer l'eau, moins d'impact sur l'environnement et réduire fortement la demande de produits chimiques. Aussi, moins d'impact sur l'environnement, mais plus important, c'est le confort de baignade et c'est la sécurité des baigneurs avec moins de produits chimiques, moins de sous-produits volatiles de désinfection, encore une fois. Oui, je pense que ça, c'est le même but principal. C'est le but, premier objectif. Premier objectif. Et on se doit, en tant que professionnel de la piscine, je pense, de réduire notre empreinte chimique et énergétique. Et si vous voulez offrir la meilleure qualité d'eau à votre client, vous ne pouvez pas économiser sur ces points 1 et 2 qui sont la base. OK, maintenant on sait comment ça se passe un petit peu dans la réalité. Vous avez le client qui va demander la meilleure piscine du monde avec tous les gadgets. Il va vouloir contrôler ses LED à distance depuis son smartphone, une pompe à chaleur qui va contrôler à distance, etc. Il veut la piscine de ses rêves, toute option. Et le piscinier, lui, va lui chiffrer le double de son budget. Le client va lui demander de réduire les coûts, faire des économies. Et les économies, on l'a vu, et c'est très souvent le cas, vont être faites sur le plus important, les points 1 et 2 qu'on a vus. Le diamètre des tuyaux va être réduit, le filtre va être réduit, on va utiliser un média filtrant bon marché, du sable ou un verre bon marché, et c'est là que rien ne marche, donc vos performances ne sont pas bonnes, la qualité d'eau n'est pas bonne, les consommations de chlore, les consommations d'énergie sont doublées, et le client n'est pas content. Il n'est pas content, c'est faux, c'est faux. Et cette faux pour corriger va coûter très très cher, si c'est encore possible de corriger. Et parce que ça, on propose faire une fondation bon et fort. C'est ça, exact. Donc voilà, et c'est votre job un petit peu de lui parler plus hydraulique filtration, de lui expliquer pourquoi c'est important, pourquoi vous lui mettez un filtre 700 et pas un filtre 500 comme le concurrent, pourquoi vous lui mettez de la FM et pas du sable, et tout ça, et lui parler un petit peu plus santé, retour sur investissement. Il devrait comprendre, vous allez instaurer un petit peu une confiance avec lui, il reviendra vers vous, vous rachetez des produits, il reviendra vers vous pour rajouter des options à son bassin, mais vous l'aurez sur le long terme. Approche durable. Et c'est vraiment ça qu'on veut voir, c'est cette pyramide. Priorité toujours à la filtration, floculation, contre-lavage et l'hydraulique. Et avec l'apport d'eau fraîche, on veut vraiment être à ces 80%. Si vous mettez la priorité sur les produits chimiques, votre pyramide, elle n'est plus en équilibre et le système devient ingérable. Oui, et déjà les Égyptiens. Les Égyptiens, oui. Les Égyptiens ont choisi le premier et pas la deuxième forme. Hein. Alors, l'histoire nous a dit, c'est vraiment ça. Les pyramides doivent être comme ça. Hein. Voilà. Donc, priorité aux produits chimiques, on évite, opter pour la bonne pyramide. OK, temps de renouvellement d'eau dans les piscines privées et publiques. Là, encore une fois, on va revenir à cette biologie. Les temps de renouvellement vont être définis selon 2 critères principaux, la fréquentation et la température. Pourquoi? Parce que vous avez dans une piscine, plus la température va être élevée, plus la croissance bactérienne va être importante. Plus la fréquentation est importante, plus elles auront de nourriture pour se développer. Dans une piscine, vous avez les bactéries qu'on appelle hétérotrophes, qui sont des bactéries qui se nourrissent des matières organiques. Et dans une eau à 30 degrés, elles peuvent doubler en masse toutes les 30 minutes. Vous montez la température à 35 degrés, elles se développent toutes les 15 minutes. Et inversement, vous descendez à 25 toutes les 1 heure. 1 heure. Et à 20 degrés toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, pardon. Ouais. Donc, ça ne paraît pas énorme comme différence, mais si vous prenez une bactérie après 8 heures, ça fait une énorme différence. Donc, une bactérie après 8 heures à 20 degrés, vous allez en retrouver 16 dans le bassin.
à 25 degrés 250, à 30 degrés un demi-million. Donc c'est quand même assez incroyable. Vous pouvez faire le calcul. Hein. Vous doublez à chaque fois pendant 8 heures. 30 degrés un demi-million, 20 degrés 16. Et ça, c'est maintenant pour 8 heures. Alors, si tu fais ça après 2 jours, hein, c'est assez énorme. Ouais, exponentiel. Hein, c'est ça qu'on a appris et qu'on voit aussi sur l'autre côté. Hein, et là aussi, vous voyez, après 5 heures à 37 ou 35 degrés, une population de 100 bactéries, vous en avez plus de 3 millions après 5 heures. Donc ça, c'est la température, vraiment un impact très, très important sur ces temps de renouvellement. Donc plus la piscine est petite, plus la fréquentation est élevée, plus le renouvellement d'eau doit être important, plus la température de l'eau est élevée, plus le renouvellement également doit être important. J'ai une question, Florent. Pourquoi un petit piscine, normalement, tu as dit, charge plus haut? Oui, une Pourquoi charge, voilà. Ouais. Bah, vous avez, par exemple, une famille de 4 personnes dans 10 mètres cubes d'eau qui vont se baigner, elles vont apporter, la charge sera beaucoup plus importante que si cette même famille va se baigner dans 100 mètres cubes d'eau. Le ratio est complètement différent. On parle de charge, ou load en anglais. Oui, c'est la charge liée à la fréquentation. Ouais. Fréquentation, d'accord. Voilà. Quelle que soit la température, quelle que soit la fréquentation, on va toujours privilégier une filtration 24 heures sur 24. Plusieurs raisons pour ça. La première, c'est qu'une eau en mouvement aura toujours moins de croissance biologique. Très important. Si vous prenez par exemple cette rivière ici en photo à 20 degrés et un étang à 20 degrés également, et si je vous demande quelle eau vous préférez boire, est-ce que c'est celle de l'étang ou de la rivière? Je pense que je n'ai même pas besoin d'attendre vos réponses. Vous allez plutôt vous pencher sur celle de droite, dans la rivière, et vous avez raison. Une eau en mouvement est toujours une eau plus sûre. Ça a été démontré, c'est naturel, hein, en quelque sorte. Oui, la biologie peut pas se développer, mais tu as toujours une petite quantité de radicaux libres qui est formée. Et voilà. Dans une eau stagnante, elles sont vraiment dans un environnement idéal pour se développer, pour proliférer. Parce que ça, c'est aussi un problème. Par exemple, si tu laisses le bac tampon laisser là stagnante pour quelques heures ou jours, il faut toujours bouger. C'est ça, toujours. Et 24 heures sur 24, on va le voir, c'est très important aussi pour d'autres raisons. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez votre filtration? Disons que vous allez filtrer pendant 8 heures pendant la journée et vous allez arrêter votre filtration 10 heures pendant la nuit. Vous avez récolté toutes ces matières organiques dans le filtre, l'eau est stagnante, les bactéries vont être dans un environnement idéal pour se développer, elles vont avoir la nourriture, mais aussi elles seront au calme pour se développer. Et les bactéries hétérotrophes, aussi, encore une fois, qui se nourrissent de ces matières organiques, vont en même temps consommer de l'oxygène. Donc, l'apport et la concentration d'oxygène dans le filtre va se réduire de plus en plus, et vous allez avoir ce qu'on appelle des conditions anaérobies, donc vraiment un manque d'oxygène dans ce filtre, qui va amplifier fortement le colmatage. Donc, on parle pour le sable ici, hein, le colmatage, les passages préférentiels, votre filtration n'est plus bonne, ne marche plus. Vous avez ces flocs de bactéries et de pathogènes qui peuvent passer à travers, se retrouver dans le bassin. Mais je ne veux pas en dire trop, c'est vraiment le sujet de la biologie dans les filtres à sable qu'on va discuter en session 4. Tu voulais ajouter quelque chose? Les bactéries autotrophes? Ah oui, peut-être. Alors, aussi, si l'eau dans le filtre manque d'oxygène, quand c'est anaérobe, on a une bonne chance que aussi des bactéries anaérobes arrivent. Souvent, ils sont pathogènes. Souvent, ils sont autotrophes. C'est le contraire de hétérotrophe. Ça veut dire autotrophes bactéries sont des bactéries qui consomment des inorganiques et qui produisent des matières organiques. Des matières organiques. Pour les bactéries hétérotrophes. Pour les hétérotrophes. Et quand c'est ça la situation, le développement de biofilms devient très dynamique. Ça veut dire un grand élévateur, un multiplicateur. Un amplificateur. Amplificateur, c'est ça. Oui, voilà. Ah, c'est bien. Donc c'est pour ça. Je sais maintenant pourquoi j'étais nerveux pour cette session. Oups.
Putain, je suis allé un peu trop loin. Donc voilà, c'est la deuxième raison pour cette filtration 24-24. Une filtration même très lente la nuit va permettre d'éviter ces conditions anaérobies, d'avoir toujours une eau en mouvement, donc moins de prolifération bactérienne, et en une consommation proche de zéro. Vous savez que vous divisez par 2 la vitesse de votre pompe, vous divisez par 4 les consommations électriques. Donc, c'est vraiment que des bénéfices, pas de conditions anaérobies. Une filtration plus fine, vous savez, plus vous filtrez lentement, mieux vous allez filtrer et vous allez avoir une qualité d'eau beaucoup plus stable au final. Ça fait une énorme différence, oui ou non? Non, pas énorme, mais ça fait quand même une différence significante. Significative, oui. Significative, c'est ça. C'est comme l'anglais. Voilà. OK, on est comment? Oui. On est bien dans le Temps timing. de renouvellement dans les piscines privées, on va conseiller entre 4 et 6 heures. Encore une fois, selon la fréquentation, selon la température. Vous avez une piscine de 40 mètres cubes avec un couple, des enfants dans une eau à 30 degrés. On va peut-être plutôt aller sur le 4 heures. Hein. Si vous avez une piscine de 120 mètres cubes avec un couple de retraités, l'eau est à 20-25, 6 heures, ça va largement suffire. Donc, il n'y a pas le juste et le faux, mais c'est les directions, les guidelines. Oui, les lignes de conduite. Les lignes de conduite. Ça, Alors, pour nous, ça, c'est en général une ligne de conduite qui marche bien. C'est ça, 4 et 6 heures, selon le volume, selon la charge dont on a parlé, la fréquentation, la température. Mais 24 heures, très important. 24 heures. Et on veut 3 à 4 cycles par jour. C'est ça, c'est la deuxième chose. Entre 4 et 6 heures de temps de renouvellement, mais on veut faire passer l'ensemble du volume du bassin 3 à 4 fois à travers notre système de filtration. Et ici, on a pris minimum, ça veut dire on peut faire plus, eh bien, c'est clair, mais pas moins. Exact. Donc, vous avez, nous, ce qu'on conseille, c'est pour cette piscine de 40 mètres cubes, on va conseiller donc un renouvellement toutes les 4 heures. Ça va vous donner un débit de 10 mètres cubes heure. Et on va faire ça pendant la journée, par exemple, pendant 8 heures. Ça va vous donner 2 cycles. Et pendant la nuit, on va pouvoir réduire ce 10 mètres cubes heure à 5 mètres cubes heure. Donc, vous ne serez plus à 30 mètres heure, mais à entre 15 et 20 mètres heure. Quand je parle de vitesse, on va en reparler en session 2. Les vitesses de filtration, très importantes, bien sûr. On conseille de ne pas dépasser ce 30 mètres heure. 30 mètres heure, ce n'est pas 30 mètres cubes heure, c'est 30 mètres cubes heure par mètre carré. Hein. Donc, c'est votre débit divisé par votre surface filtrante en mètres carrés. Donc là, dans notre exemple de piscine 40 mètres cubes, vous allez avoir, dans ce cas-là, vos 24 heures, donc 8 plus 16, et vos 4 cycles. La journée, on passe un peu plus vite, plus de dynamique dans le bassin, et la nuit, on réduit la vitesse, on a nos 4 cycles, on filtre plus finement, on évite ces conditions dans le filtre dont on a parlé, et on sait que ça marche très bien comme ça. Oui. Et peut-être aussi l'exemple avec le piscine. Et la 120 mètres cubes, donc là, vous avez un plus grand volume. Vous pouvez, par exemple, passer sur un renouvellement de 6 heures. Donc, ça vous donne un débit de 20 mètres cubes heure pour votre pompe. Et vous pouvez faire ça, par exemple, pendant 12 heures, donc toute la journée. Ça vous donne 2 cycles. Et la nuit, pareil, on peut réduire de moitié la vitesse pendant le reste du temps, donc 12 heures de plus. Et là, on a nos 3 cycles qui sont aussi qui sont corrects. Donc, entre 3 et 4 cycles, toujours, entre 4 et 6 heures de temps de renouvellement. 3, c'est vraiment le minimum. Si c'est un grand piscine, et 4, c'est le minimum, à mon avis. Si c'est un petit piscine, si c'est bien cherché, toujours bien si vous faites de plus. Hein, si vous dites, alors, je peux faire tous les 4 heures et je fais ça pour 15 ou 16 heures et le reste, je réduis par 50%, mais seulement je réduis par 25%. Comme ça, j'ai plus de cycles, c'est aussi bien. Alors ça, c'est vraiment un peu le minimum. Si vous voulez faire mieux, super, on est très, très heureux. On peut pas, on peut, ça c'est les standards minimum. Oui, exact. Merci de le souligner. Pour les piscines publiques, vous allez devoir suivre les normes de votre pays. Elles sont différentes dans tous les pays. Nous, on est très proche de la norme DIN allemande, qui est aussi appliquée dans plein de pays en Europe.
pas la France, je sais. Mais en tout cas, on ne va pas dépasser ces 4 heures de temps de renouvellement dans les bassins, dans les piscines. Parce que, et surtout pas comme aux États-Unis où c'est 8 heures, par exemple. Oui, et aussi en Australie, Et beaucoup en Singapour, on a 12 heures. 12 C'est heures. faux, c'est faux, c'est terrible. Vraiment, c'est la pyramide, l'autre, l'envers. Hein. C'est ça, ouais. Beaucoup Ouais. de consommation. Une petite exception peut-être pour les bassins de plongeon, où on est à 6 heures, plus grand volume, une fréquentation beaucoup plus faible, une charge beaucoup plus faible. Vous avez un plongeur qui arrive de temps en temps sur un gros volume d'eau, qui est souvent peut-être plus frais aussi Pas de en charge. température. Donc là, 6 heures, c'est aussi bon, c'est aussi OK. Hmm. C'est aussi OK selon les normes. Selon la norme, oui. Peut-être tu fais vite Donc les là, vous normes. avez oui, les temps de renouvellement selon la norme DIN. SIA aussi. SIA qui Ouais, est très proche, oui. ouais. Donc pour les piscines, on a parlé de notre 4 heures. Bassin de plongeon, vous avez le 6 heures. Et ensuite, vous avez, encore une fois, en fonction de la température de l'eau et de la profondeur, donc ça joue sur cette charge dont on a parlé, vous allez voir que ça peut vraiment être différent d'un bassin à l'autre. Un bassin peu profond à 28 degrés, on va recommander un temps de renouvellement de 2 heures. Le même bassin à 35 degrés, donc plus chaud, on passe à 1 heure. Donc c'est quand même divisé par 2. C'est une grosse différence. Pourquoi c'est une différence entre les normal piscines qui a une profondeur de 1,50 m et les bassins peu profonds? Pourquoi il faut plus? Parce qu'on parle de cette charge, encore une Ouais, fois, ouais. fréquentation sur un plus petit Oui, si volume. vous avez un piscine que vous ne pouvez plus stehen, être debout, Ouais. hein, Ah oui, oui. il faut nager, alors il me faut 5 mètres carrés pour être dans l'eau. Et quand j'ai un piscine, bassin de peu profond, on peut être comme ça, parce que ça, vous pouvez techniquement chercher plus de personnes par mètre carré. Hein? Exact, ouais, c'est D'accord. ça. Pataugeoire, pareil, on va être sur 40 minutes. Et après, vous voyez vraiment, encore une fois, petit volume, forte charge, forte fréquentation dans les spas. On va multiplier le volume par 15. Donc, on est sur des temps de renouvellement très, très courts. Vous prenez un 4 places 1,6 m3, on va demander, selon la norme DIN, 24 m3 de débit. Donc, renouvellement en 4 minutes 30. Et ça s'applique sur les autres. Donc, on voit vraiment l'importance. Plus l'eau est chaude, plus la charge, la fréquentation est importante, plus on va devoir donner d'importance à cette filtration et à ces temps de renouvellement. Et concernant le débit, je pense que ces normes sont très bien. Peut-être les 15 fois le volume, c'est un peu sportif. Je pense aussi 10 fois. Si Mais vous savez en voilà, France ce qui est préconisé pour ces spas, c'est peut-être, vous pouvez nous faire part dans le ouais, chat. ouais. 15 fois le volume est un peu sportif. C'est en tout cas pas faux, mais un peu moins, ça va aussi fonctionner Exact, ouais. totalement. Mais les autres, je pense, sont vraiment corrects, hein, Pierre. On est bon? Ouais, Demi-heure? c'est bon, on est bon. Ouais. Perte de charge et sélection de la pompe de filtration. Donc là, vous avez déterminé votre temps de renouvellement, le débit qu'il vous faut. Maintenant, vous allez devoir sélectionner votre pompe, donc obtenir ce bon débit, mais en prenant en compte toutes les pertes de charge dans votre bassin. Pertes de charge qui sont souvent, la plupart du temps, sous-estimées. Vous avez les pertes Toujours, toujours, toujours. toujours, toujours, et qui sont c'est inversé le slide, mais bon, j'en reparlerai. Vous avez donc les charges singulières qui correspondent à tous les obstacles que l'eau va rencontrer dans le système hydraulique, dans le réseau hydraulique, donc tous les coudes, les équipements, le filtre, etc. Et les paires de charges linéaires qui sont liées au diamètre de la tuyauterie, à la longueur de la tuyauterie. Si votre piscine est un 20 mètres, 10 mètres, vous n'avez pas les mêmes paires de charges. Tuyauterie dont on parlera vraiment en détail pendant la session 3. Donc, si vous prenez une piscine, par exemple, ici, de 40-50 mètres cubes, on va dire, vous avez une filtration de 10 mètres cubeurs, contre-lavage de 17 mètres cubeurs pour contre-laver ce filtre de 650, 50 mètres heure. Vous allez déjà avoir en piscine à débordement, il faudra compter la différence entre le niveau du bassin et le niveau d'eau du bac tampon. Hein. C'est ça. Donc là, vous avez déjà 0,3 bar, donc 3 mètres colonne d'eau,
0,3 bar. Et si c'est 1 mètre, c'est 0,1 bar. Voilà, si c'est Ouais. 1 mètre, si c'est 3 mètres. Donc, c'est vraiment la différence de niveau entre la surface de l'eau du bassin et la surface dans le bac tampon. Mais il faut pomper du bac tampon l'eau dans la piscine. Et parce que ça, vous avez ça comme pression. Pression, oui, c'est les pressions qui... Ensuite, vous avez... Donc ça, vous ne l'avez pas, cette partie-là, pour les piscines skimmer, on est d'accord. Ensuite, vous avez sur la conduite d'aspiration, il va falloir compter 0,1 bar environ. Le bleu. On concentre maintenant sur la filtration. Sur la filtration, ouais, donc vous êtes à vos 10 mètres. Donc on va rajouter 0,1 bar. On va passer dans notre filtre. On va rajouter 0,5 bar. Ensuite, vous avez tout ce qui est système de chauffage ou de traitement de UV, etc. Donc, c'est tous les bypass qui vont venir aussi exercer de la pression sur le circuit hydraulique. Donc, dans ce cas-là, on a compté 0,2 bar. Et 0,1, 0,2. 0,1, 0,2, ça dépend si vous les multipliez Ouais. ou pas. Et ensuite, toute la conduite de refoulement, pareil, vous allez devoir rajouter en fonction de la distance aussi. Là, ici, on a rajouté 0,1 bar. C'est un exemple, mais c'est pour vous montrer que on a souvent tendance à les sous-estimer. Et ensuite, vous avez aussi au niveau des bus de refoulement, vous allez exercer de la pression sur les bus. Pareil, 0,2 bar de plus. Il faut aussi quelques pressions sur les bus que vous avez. Il faut une pression que l'eau... Soit une bonne pénétration de l'eau, une bonne ouais. diffusion. Ouais, C'est ça. c'est ça. Pénétration, c'est le même mot. Extra. Voilà, donc si vous faites le calcul 0,1 plus 0,5 plus 0,2 plus 1, vous allez arriver ici pour votre piscine à débordement à 1,4 bar, donc 14 mètres colonne d'eau. Et pour une piscine skimmer, vous allez retirer ça, donc vous serez à quand même 1,1, 11 mètres de colonne d'eau pour la pression. Et ça, c'est important parce que beaucoup de gens, par exemple, l'entreprise Speck, que j'adore, hein, je fais des pompes géniales, ils utilisent toujours le Prime 20 ou le Badu 90 20 ou 15. Et ça veut dire c'est une pompe qui fait 20 mètres cubes par heure. Mais la question, à quelle pression? Malheureusement, il ne fait pas ça à une pression de 1,4 bar, il fait ça à une pression de 8 bars. Et comme ça, si on ne voit pas la courbe, si on ne connaît pas les pressions, on prend un pompe qui est trop faible. Et comme ça, on n'a pas une bonne filtration, on n'a pas une bonne lavage, on n'a pas un bon mixing. On n'a pas le débit pour les... Ouais, Ouais. Voilà, et si vous regardez ici le contre-lavage, donc là, on est sur des vitesses, comme je disais, on veut contre-laver ce filtre à 650, on aura des vitesses plus élevées, un débit plus important. Mais pourquoi, Dominique, ici on a 0,1 et ici 0,2? Bonne question. Bonne question. Vous, monsieur, vous savez? Oui. Alors, je vais vous dire, parce que ce n'est pas sur le premièrement, je n'ai pas compris. Alors, pourquoi j'ai une différence, la filtration, j'ai 0,1 bar et en contre-lavage, c'est 0,2. C'est très facile, c'est la vitesse. Une fois, je filtre avec 10 mètres cubes et le lavage fait avec 17 mètres cubes. Ça veut dire la vitesse dans la tuyauterie est presque le double et comme ça, j'ai beaucoup plus de pression. Donc, débit plus important dans une tuyauterie qui reste de même diamètre. Ouais. Vous avez plus de pression et ça s'applique aussi pour le filtre. Pour le filtre. Vitesse plus importante. Et là, on va compter pour ce filtre 0,7 bar. Donc, vous allez arriver à un total de 0,9 bar de pression à bien compter pour la sélection de votre pompe. Hein. Oui, peut-être. Et vous verrez, on va discuter dans la session 3 vraiment le diamètre de tube qu'il faut utiliser. Si vous voulez être simple, toujours 2 pouces, 63, pas Minimum. le 50. Ouais. Minimum ça, comme ça vous êtes déjà bien. Hein. Pour la majorité des piscines, vous êtes bien. Mais qu'est-ce que tu vois le plus en France, en allemand? Quelquefois aussi, on voit beaucoup de 50. Toujours 50. Et si tu te demandes, mes piscines, pourquoi le 50? C'est ça que j'ai au stock. Ça, ce n'est pas une bonne raison. Hein. C'est ça. Donc là, vous avez, on reprend cet exemple. Donc, ça, c'est une pompe qui est annoncée pour 20 mètres cubes heure. Si vous avez installé cette pompe, donc vous voyez ici à gauche, vous avez la hauteur manométrique donc qui est exprimée en mètres colonne d'eau. Donc ça correspond à nos pertes de charge ici à gauche. Et ici, vous avez la courbe
qui va exprimer le débit restitué selon les pertes de charge. Hein. Donc, cette pompe Badou 90-20 ou 90-20 va vous donner, donc elle est donnée pour 20 mètres cubes d'heure, mais elle va vous donner 20 mètres cubes heure à 8 mètres, pas à 0,8 bar. Mais il y a 1% des piscines qui sont sur cette pression et 90% sont 10 mètres, 12 mètres et plus. Donc là, pour notre exemple de tout à l'heure, on a besoin, donc c'est la pompe qu'il nous fallait pour cet exemple-là, donc on a nos 10 mètres cubes heure à 14 mètres, 1,4 bar. OK? Pareil pour le contre-lavage. Donc, si le même courbe, hein? On a la même courbe que tout à l'heure, ouais. Et à 10 mètres, on va avoir un débit de 17 mètres cubes heure. Donc, vraiment, ne sous-estimez pas vos paires de charges. Les débits doivent être bons, encore une fois, et la grande majorité des problèmes d'eau vont venir d'une filtration trop rapide ou d'un débit en contre-lavage pas assez important. Vous allez mal filtrer, mal évacuer ce que vous captez. C'est là que vous avez les problèmes d'eau. Il n'y a pas que ça, mais c'est un gros point important. Maintenant, pour nous, encore une fois, la meilleure solution, c'est les pompes à vitesse variable. Vous avez la possibilité vraiment d'ajuster dans toute cette zone-là. Vous voyez, donc la courbe, vous avez les tours par minute, et vous allez pouvoir vraiment choisir exactement le bon débit en fonction de vos pertes de charge. Et vous allez pouvoir les régler avec les vitesses de votre pompe. Donc, on a vu vitesse 1 plutôt pour la filtration la nuit, 2 la journée, et 3, ça va être vos vitesses de contre-lavage. Et c'est vraiment le gros avantage de ces pompes à vitesse variable, c'est que vous allez choisir précisément ce qu'il vous faut et on va le contrôler après avec un débitmètre. C'est ça. Pompe vitesse variable, c'est state of the art, comme on dit ça. C'est le top, tout simplement. Oui, mais c'est une nécessité. Dans cette année, on n'utilise plus single. Les pompes une vitesse, c'est terminé. Oui, je peux pas comprendre. Hein. C'est quelque chose pour les Néandertalers. Néandertal, oui. OK. Donc là, voilà, vous avez vraiment ce qu'il vous faut et vous n'avez pas... voilà. Mais en tout cas, si vous partez sur une vitesse, vraiment, faites attention à ces pertes de charge. Et avec une pompe vitesse variable, il faut toujours prendre assez grand. Hein? Pas trop petit, hein? C'est un peu trop grand. On peut diminuer ça avec la vitesse et tous contrôler avec Flowis, avec débitmètre. un débitmètre. Voilà. Très simple, très simple. Voilà. OK. Donc, nous, ce qu'on recommande pour les piscines publiques, c'est de calculer, de choisir votre pompe avec une pression de 1,5 bar, 1 bar pour les contre-lavages, mais pas moins que 1,5 bar pour les piscines publiques. Ouais. Piscine privée, en skimmer, vous aurez un petit moins de perte de charge, donc vous allez toujours avoir un petit peu plus de perte de charge sur une piscine à débordement. Piscine skimmer entre 1 et 1,2, contre-lavage entre 0,6 et 0,9. Encore une fois, ça va dépendre de la hauteur entre votre bassin et votre local technique. Si vous êtes vraiment, le local technique est vraiment à la même hauteur que le bassin et proche du bassin, vous serez plutôt à 0,6. Hein. Mais entre 0,6 et 0,9 environ. Piscine à débordement, un petit peu plus, donc entre 1,2 et 1,5, c'est vraiment ce qu'on recommande pour sélectionner votre pompe et pas 0,8, comme annoncé sur les catalogues de pompes. Oui, on a fait ça pour dire, on a une pompe forte, mais ce n'est pas ça. Hein, alors, vous avez vu maintenant les courbes, comment il faut comprendre les courbes et la solution, pompe, vitesse variable, un débitmètre. Vous ne pouvez pas vous tromper, en fait, avec une pompe à vitesse variable, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous aurez toujours le bon débit, mais partez plutôt sur une plus grosse pompe, c'est sûr. Ouais. Pompe à vitesse variable ou variateur de fréquence, Thierry, tu ne vas pas me contredire. Bien calibrer, contrôler le débit en filtration, en contre-lavage avec un débitmètre. On en reparle un petit peu plus en détail après. Et ensuite, une fois que vous avez le bon débit, le bon taux de renouvellement, vous avez choisi votre pompe de filtration, vous allez vouloir que le débit soit diffusé de manière homogène dans le bassin et éviter ces zones mortes
dont on a parlé tout à l'heure. On a deux solutions pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est le terme correct en français, je l'ai traduit de l'anglais. La distribution en corne de cerf, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, vous avez des cornes du cerf ici. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des longueurs de tuyaux égales et d'avoir une diffusion de la pression répartie de manière égale sur vos buses de refoulement. Donc ici, vous avez avec 2 buses, 3 buses, 4 buses et 5 buses. Et ça s'applique également pour l'aspiration. Donc on veut, si vous avez 2 skimmers, vous allez vouloir travailler aussi, vous allez vouloir avoir une aspiration égale sur chaque skimmer. Donc vous allez partir sur cette configuration-là si vous avez vos 2 skimmers. OK. Deuxième solution, c'est de travailler avec un plus gros collecteur, donc une conduite mais de plus large diamètre, en respectant une vitesse dans la tuyauterie entre 0,5 et 0,8 mètres secondes. Encore une fois, on en reparle pendant la session 3, mais jamais plus de 1 mètre seconde, en tout cas, pour encore une fois, avec une même conduite, assurer une pression égale sur chaque buse. Tu me dis si tu veux rajouter des choses. Non, non, c'est parfait. Ici, vous verrez un exemple. Hein. On a un tuyau avec une vitesse assez haute, 2 mètres, 3 mètres, je ne sais pas, hein, peut-être 10 mètres cubes par heure, diamètre de 50 mm. On a 3 buses. Ça veut dire, première buse, j'ai beaucoup de l'eau. Beaucoup de débit ici. Yep. Deuxième, beaucoup moins. Et là, on n'a quasiment plus rien. Rien. Donc, si cette conduite-là n'est pas bien dimensionnée, et que vous avez des vitesses trop élevées, c'est sûr que la diffusion du débit ne sera pas homogène dans le bassin. Vous allez vous retrouver ici avec des zones mortes et des problèmes d'eau. On a vu, eau stagnante, ce n'est pas bon. Donc, c'est là que vous allez avoir vos algues, etc. Ouais. Prolifération de bactéries. Si vous faites ça comme ça et vous faites un tuyau pas 50 mm, mais 90 mm, on a une vitesse très, très peu. Comme ça fonctionne comme un collecteur. On dit ça, collecteur. Ouais. On a plus ou minus la même pression sur tous les 3 buses. Hein? Voilà. Et pour nous, la meilleure solution, ça va être ça. Donc, en corne de cerf, encore pour nous, ça marche très, très bien. Où là, vous allez vraiment répartir de manière égale votre débit sur chaque buse de refoulement. Et pareil, si vous avez des buses de chaque côté, pour les buses opposées, les placer, encore une fois, optimiser la chose en les plaçant, les décalant de 50% par rapport à celle d'en face, donc vraiment arriver au milieu des autres, de celle opposée, pour vraiment répartir votre débit sur tout l'ensemble du bassin. OK, donc c'est ce que vous voyez encore une fois ici. Si vous avez le bon terme technique en français de cette distribution. Bois de serre, OK. Bon. D'accord. Ça, c'est un petit peu les recommandations pour toutes ces buses, ces incorporés pour les piscines skimmer. Donc ici, vous avez votre piscine de 8 par 4, un volume d'eau de 45 mètres cubes. Donc on a dit qu'on voulait un temps de recyclage, de renouvellement entre 4 et 6 heures. Ici, on a pris 5 heures. Ça vous donne un débit de 9 mètres cubes heure. Et on veut que ce débit passe dans votre filtre à une vitesse de 30 mètres heure. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ici un filtre minimum de 600 mm. Vous pouvez mettre plus gros, mais ça vous permet de pas plus petit. Pas plus petit, oui, pour avoir vos plus grand, oui. Plus petit, non. Pour les skimmers, on va conseiller un skimmer tous les 30 mètres carrés de surface ou au minimum pour 8 à 10 mètres cubes heure de débit. Oui, on peut aussi 20, tous les 20 mètres carrés, ça va aussi. Ça va aussi, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'un skimmer, il ne faut aussi pas faire trop de skimmers. On aime bien de vendre des skimmers, mais si on a seulement 1 ou 2 mètres cubes de débit, ouais. C'est plus un skimmer. Hein. D'aspiration. Ouais, on n'a pas plus d'aspiration. Donc voilà, et pour nos buses, on va, peut-être que vous allez trouver ça pas choquant, mais on va recommander plus de buses que la moyenne. Donc là, pour cette piscine de 8 par 4, on va plutôt recommander 6 buses. Et on peut voir sur la slide d'après pourquoi. Ouais. Donc là, vous retrouvez votre piscine de 8 par 4, vos 6 buses. On va avoir tendance, nous, déjà, à placer le skimmer à l'opposé de la direction du vent. Donc tout ce qu'on peut,
Si vous avez le vent de l'autre côté, toutes les feuilles vont partir du mauvais côté et pas du côté du skimmer, c'est assez logique. Le skimmer toujours à l'opposé du sens du vent et du côté de la couverture. Parce que la couverture va ramener toutes ces feuilles quand vous allez ouvrir votre piscine. Et si elles se retrouvent sur cette partie-là du bassin, le temps qu'elles repartent, voilà. Donc là, vous avez vraiment, c'est beaucoup plus efficace d'avoir votre skimmer côté couverture. Ensuite, ces buses, on va vouloir avoir des buses plutôt sur la partie basse de la piscine, ici, sur le côté de la piscine, pour retourner l'eau, pour bien mixer l'eau sur l'ensemble de la longueur du bassin. Et avec ces buses placées plus haut, sur la largeur du bassin, on va pousser vers notre skimmer. Oui, le standard, par exemple en Allemagne, aussi Riviera Pool, a 3 bus. Les 2 bus numéro 5 et 6, et peut-être aussi le bus numéro 1, mais c'est fait. Tout. On peut faire ça. Mais beaucoup mieux, c'est quand on fait le système suisse, on appelle ça le Dryden, quand on vraiment a 7 mouvements et 7 voilà, on mélange, on retourne l'eau, on la mélange très bien et on la pousse en même temps dans la bonne direction. Si vous avez seulement 3 bus, ou si vous avez 6 bus, une chose qui aide énormément pour mélanger l'eau, c'est le robot. Si c'est le dolphin ou le Zodiac, c'est égal, mais c'est un robot qui nettoie le fond, mais aussi pour le traitement de l'eau, qui mélange l'eau. Et pour ça, c'est bien si vous utilisez beaucoup ou souvent le robot. La même chose aussi avec le nage contre courant. Oui, on est un peu en retard. OK. Dernier point, c'est le diamètre des buses. J'en parle rapidement. Donc ici, vous avez le diamètre et le débit qu'elle va vous apporter à 0,2 bar, par exemple, et la pénétration dans le bassin. Donc calculez bien, choisissez bien vos buses, le diamètre de votre buse, en fonction de cette pénétration. Encore une fois, donc, on a vu sur le côté du bassin, 4 mètres de large. On va peut-être partir sur celle-là ou celle-là pour ce bassin de 8 par 4. Et pour celles qui sont sur la largeur, pour pousser sur toute la longueur du bassin, plutôt les 12 mm qui vous donnent une pénétration à 0,2, 0,4 bar de 8-9 mètres. OK ? Si vous avez l'exemple numéro 1 avec 9 ou 10 mètres cubes et vous avez 6 bus avec 18 mm, vous n'avez pas assez de pression pour avoir vraiment une pénétration. Alors, parce que ça, c'est important. OK. Et n'oubliez pas cette buse-là, au moins une dans, la niche de la couverture. Une quand c'est 4 mètres, quand c'est 6 mètres, 2, sur les deux côtés. Donc ça, c'est pareil, c'est une zone qui doit être brassée et qui est sujette aussi à la prolifération d'algues, etc. Oui, très important. Ouais. OK. Pour les grandes piscines, les piscines miroirs, une autre solution qui est très très bonne, c'est d'avoir vos buses sur le fond. Et là, on va plutôt recommander, donc là c'est pareil, c'est un mélange parfait, c'est un débordement qui sera très très bon et un bon brassage. Ça va être selon la profondeur de l'eau, moins vous allez avoir de profondeur, plus vous allez devoir mettre de buses. Donc une buse tous les 6 mètres carrés pour les bassins peu profonds et peut-être une buse tous les 8 mètres carrés pour les bassins au-dessus d'1,35 m. C'est exactement ça. Ouais. Et toujours distribution égale du débit sur les bondes de fond est très important. Distribution en bois de serre pour vraiment pousser vers le haut et avoir un bon débordement. On est comme en timing, c'est bon? Oui. On a encore 7 minutes. OK. Ça va. Débitmètre, très important. On a vu donc les pertes de charge différentes d'une piscine à l'autre, bien pas les sous-estimer. Maintenant, on va vouloir vraiment ajuster le débit parfaitement avec une pompe à vitesse variable, la faire tourner 24 heures sur 24, et vous allez vraiment pouvoir calculer avec un débitmètre. Vous allez pouvoir maîtriser ce que vous faites. Si la piscine est à 20 mètres, 10 mètres, le nombre de coups de tuyaux, la dimension, vous ne savez jamais à combien vous passez dans votre filtre. Vous ne connaissez pas les vitesses de passage, et le seul moyen de le savoir, c'est d'avoir un débitmètre. Donc le débitmètre, c'est un petit peu le compteur de vitesse de votre piscine. Vous n'achèteriez pas de voiture sans compteur de vitesse? Oui, vous n'êtes pas dans un avion que le pilote ne connaisse pas la vitesse c'est ça, dans l'attirage. Donc, ça vous donne vraiment un contrôle parfait de votre installation.
Et on a vu plein de fois, les débits sont liés à ces problèmes d'eau. Ils sont toujours faux. Ils Mhm. sont toujours faux. Mhm. Et vous verrez ça avec le Flowis. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir avoir une sécurité, un contrôle de votre installation. Vous allez pouvoir vraiment régler parfaitement vos débits pendant la nuit, plus bas, le jour, à la bonne vitesse, avoir le bon temps de renouvellement et votre bonne vitesse de contre-lavage. Selon le média filtrant, vous avez une expansion du lit filtrant qui est différente. Avec le sable, selon la norme DIN, vous devez avoir une vitesse de 60 mètres/heure. Avec la FM, vous serez plutôt à 40-45. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même débit selon le média filtrant et vous allez pouvoir faire des économies d'eau en contre-lavage comme ça. Meilleure performance de filtration, parce qu'on va pouvoir vraiment optimiser nos vitesses de passage. Encore une fois, le jour, la nuit, on en reparlera pendant la session la semaine prochaine, des vitesses de passage, des performances. Économie d'énergie, on a vu, vous divisez par 2 la vitesse de votre pompe, vous divisez par 4 la consommation électrique, et vous allez pouvoir optimiser ces consommations d'eau de contre-lavage. Donc vraiment, c'est la solution. Alors nous, C'est une chose qu'il faut. Avec un piecing que vous faites aujourd'hui, il faut deux choses, pompe multivitesse et vous un êtes tranquille et demi-mètre. vous ne ferez pas d'erreur et vous savez exactement ce que vous Ouais. faites. Et si vous faites faux, vous savez. Et voilà, c'est ça le Ouais. plus important. Alors, Flovis, super produit. Nous, le plus important, c'est que vous contrôliez vos vitesses avec un débitmètre. Maintenant, vous pouvez acheter le Flovis, vous pouvez acheter un autre débitmètre. On vous conseille fortement le Flovis parce qu'il apporte beaucoup de choses. On va le voir avec ce slide-là. Premièrement, très très facile à installer, aucune restriction pour l'installation. Vous n'avez pas besoin de conduite en ligne droite avant, après l'installation du débitmètre. Aucune calibration nécessaire, vous pouvez l'installer juste après un raccord. Il ne va pas être perturbé par les différences de débit dans la filtration. Vous pouvez l'installer horizontalement, verticalement, tête en bas. C'est idiot proof en français, je ne sais pas comment dire. Mais vous ne pouvez pas mal l'installer. C'est vraiment pas de restriction, aucune calibration. Et il va vous permettre aussi, ça va vous donner sur les petits modèles DN40-50, ça va vous apporter un clapet anti-retour intégré. Donc 2 en 1, débitmètre, clapet anti-retour. Une lecture parfaite du débit, vous n'avez pas ce flotteur qui n'arrête pas de sauter. Vous avez vraiment une lecture stable, précise du débit en mètres cubes heure et une fiabilité qui est testée. C'est le seul débitmètre certifié NSF niveau 1 sur le marché et une précision certifiée de 98%, 98% pour tous les modèles de la gamme. On ne fabrique pas ce produit, mais c'est un super Fabriqué produit. aux États-Unis. Hein. C'est un super produit et c'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup plus de sécurité. Donc voilà, plus important pour nous, contrôler vos vitesses, utiliser une pompe à vitesse variable, régler votre installation. Et une chose que je peux vous dire, souvent on a des clients qui nous appellent « Ah, j'aime pas le Flowis ». Pourquoi? Parce qu'ils me donnent le faux débit. Je peux vous dire, les débits sont le contraire des hommes. Ils ne montent pas. Ouais. Hein? C'est ça? Oui. Il dit toujours la vérité et quand vous êtes faux, vous verrez quelque chose est faux. Ce n'est pas le débitmètre, c'est vous. C'était chez nous. C'est ça. Oui, d'accord. Vous avez aussi pour information un nouveau produit qui sort cette année qui est un display digital qu'on va pouvoir rajouter sur toutes les installations existantes qui vous donnera votre temps de renouvellement, encore une fois en heures, différentes unités de mesure. On va travailler nous avec le mètre cube heure bien sûr et qui sera très très utile ou c'est des fois obligatoire pour les bassins publics où vous devez avoir une lecture digitale. Pour un bassin privé, il n'est pas obligatoire, vous pouvez le mettre, mais l'autre est suffisant aussi. Et vous voyez qu'on peut couvrir vraiment tous les bassins, diamètre 25 à diamètre 200 mm. Et là, vous avez la lecture du débit. Donc, on va jusqu'à 420 mètres cubes heure en lecture. À l'échelle, oui. Il n'y a pas le prix, mais le prix est très, très faible. C'est un excellent rapport qualité-prix. Pour les 50, 63, 75 ou 75, vous avez un prix en dessous de 180 €. Ouais. Donc, prix public, client final. Donc, c'est une broutille sur un budget piscine, c'est rien du tout. Non.
Très faible perte de charge, on n'en a quasiment pas sur les grands modèles. DN100, vous avez 0,015 bar, donc c'est rien du tout. Et au maximum, vous aurez une perte de charge de 0,14 bar, qui n'est pas grand-chose non plus pour le DN50 ici. Donc faible perte de charge et une sécurité. Le Flovis nous a sauvé plus d'une fois sur des installations. Ouais. Ici, c'est une piscine publique à Breitenbach en Suisse, que Aquasolar, notre distributeur suisse, a installé. Le problème de qualité d'eau? Non, en mise en service, Manfred m'a téléphoné, il m'a dit le Flovis, il ne marche pas. Quand je lave le filtre, je ne vois pas vraiment le débit, c'est toujours au minimum. Alors j'étais là, j'ai dit alors lave le filtre. Je n'ai pas vu qu'on a eu un bad expansion. Expansion du leaf. Alors on a vite recalculé le système, peut-être tu fais un en plus. Ici, vous verrez, on a choisi un pompe. Oui, c'est des pompes Speck. Le courbe bleu hier. Ici, ouais, la bleue. C'est le Badu Resort. C'est 3 kW. C'est un grand impeller, mais c'est un courbe très, très plate. Et ça veut dire que cette pompe fait 1 bar, ça fait 70 mètres cubes, qui est assez pour laver un filtre de 1,5 m. Hein. Aussi 50, ça suffit. Mais ce n'était pas 1 mètre, c'était plus de résistance. On lavait le filtre. On n'avait pas 1 mètre, on avait 14. On a eu 14. Pourquoi? Parce qu'on a eu 4 aspirations seulement TN 50. C'est un vieux piscine. J'ai aussi pas, Manfred n'a pas calculé qu'il y a le CPM qui est aussi un perte de 0,2. Alors 0,2 ici, 0,2 ici, quelques tuyaux, quelques coups. Finalement, on était arrivé à 1,4. Hein. C'est pas bien, hein, vous verrez, on n'a pas bien fait. Et avec cette pompe, avec le Badu Resort, c'était pas assez. Alors, on a changé le pompe. On a eu un Badu Resort 55, qui veut dire ça fait 55 mètres cubes à 10 mètres, mais ça fait 50 mètres cubes à 14 mètres. Une courbe beaucoup plus raide. Et comme ça a fonctionné. Pourquoi je raconte ces histoires? Parce qu'avant, on a eu un problème. Le même jour qu'on a fait le mise en service, on a vu on a un problème. Et on a trouvé la solution dans 2 heures. Ça veut dire au niveau de qualité de l'eau, c'était toujours parfait. Et sans le Flovis, tu vas dans l'opération, après 2 mois, ça baisse la qualité de l'eau. Ouais. Après 4 semaines, tu as des problèmes. Ouais. Après 2 mois, tu as une catastrophe qu'il faut trouver. Et pas avec le Flovis. Flovis, il ne ment pas. Vous allez pouvoir vraiment sélectionner la bonne pompe. Hein. Ouais. Et privilégier les pompes avec des courbes raides plutôt que plates. Dominique l'a dit. Plus vous avez de perte de charge, plus vous allez... Les performances vont vraiment chuter avec ces... Vous faites des bonnes installations où vous n'avez pas tellement beaucoup de pertes de charge, hein, mais c'était existant alors. Voilà. Avec le Flovis, vous savez, je suis où. Hein? Ça vous donne vraiment l'indication nécessaire pour corriger les problèmes. Et voilà, c'était notre présentation d'aujourd'hui.